J'ai le bonheur et l'honneur de recevoir aujourd'hui une ancienne amie, on peut le dire, on se connaît maintenant depuis quelques décennies, qui est Eva Rink. Eva Rink est professeure à l'université de Budapest, elle est professeure au département d'histoire moderne et elle a la chaire d'histoire de l'Europe centrale et orientale, donc pour cette période qui s'étend du XVIe au XVIIIe siècle. Eva Rink a de nombreuses publications à son actif, et plus particulièrement 2 livres. Le premier que je vais montrer à la caméra porte sur les partages de la Pologne dans le dernier quart du XVIIIe siècle. Il a été publié en 2001, il est en hongrois. Elle a publié également un autre livre qui porte sur l'émergence des mouvements nationaux en Europe centrale à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Eva, est-ce que tu pourrais me rappeler à quelle date a été publié ce deuxième livre, ce second livre? Le deuxième livre a été publié en 2004. En 2004. Merci beaucoup. Le sujet dont il va être question aujourd'hui dans cet entretien s'intitule « L'élite féminine en Europe occidentale de la Renaissance aux Lumières ». On sait que déjà depuis une bonne vingtaine d'années, certainement, les femmes sont devenues un objet d'histoire très important, alors que pendant longtemps, dans l'historiographie, les historiens s'étaient consacrés uniquement à l'histoire des hommes, finalement. Et donc c'est dans ce courant nouveau que s'inscrit l'entretien d'aujourd'hui, qui, comme on va le voir, va viser à sortir de l'ombre, à mettre en lumière des personnes finalement très peu connues et qui ont joué un rôle important. Dans quel domaine? Vous avez compris qu'il sera question ici de l'élite féminine. Donc il ne sera pas question de la condition des femmes, de petites conditions, il ne sera pas question ici des paysannes, il ne sera pas question ici des femmes ouvrières, il sera question ici des artistes et des intellectuels, et plus particulièrement d'un certain nombre de femmes qui ont joué un rôle relativement important d'ailleurs dans l'histoire des sciences, comme on va le montrer. Chère Eva, nous allons donc aborder cet entretien tous les deux, et je vais te poser une toute première question qui est logique, évidemment, puisque l'historien, quand il choisit son centre de, son sujet de recherche, a évidemment souvent un intérêt personnel qui est lié soit à son histoire, soit lié à des lacunes dans l'historiographie, mais ce n'est évidemment pas le résultat d'un hasard. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu t'es intéressé à ces femmes qui appartiennent donc à une certaine élite dans cette Europe, dans cette Europe occidentale pendant l'histoire moderne? Merci Jean-Louis pour la question. Jean-Michel. Pardon. Jean-Michel. Tu peux corriger peut-être. Oui. D'accord. Jean-Michel. Oui. Je te confuse souvent avec Jean-Louis Flandrin, tu sais, parce c'est me faire trop d'honneur, mais c'est un grand historien, effectivement. Un grand historien qui a été également un très bon ami. Oui, et qui était historien donc, de l'alimentation et historien de la sexualité, d'ailleurs, et que j'ai connu aussi, que tu m'as fait connaître, d'ailleurs, à Paris, il y a 35 ans, certainement, je crois. Voilà, voilà certainement 35 ans. Je t'en prie. Il y a 4 ans que j'ai participé à une très grande colloque internationale à Rotterdam. Oui. J'ai constaté avec surprise que au moins la moitié des sections s'occupaient de l'histoire des femmes. Ça m'intéressait, pourquoi, quelle était la raison de cet intérêt énorme.
Moi, j'ai participé dans une section sacrifiée à l'activité de Le Prince de Beaumont, qui a été une pédagogue très célèbre du XVIIIe siècle. Mais il s'est avéré que son livre intitulé Magasin des enfants a été le plus populaire livre au XVIIIe siècle, traduit à 17 langues. C'est incroyable. Je me suis rendu compte que quand même il y avait des femmes qui jouaient un rôle très très important dans l'évolution de la pédagogie des sciences sans être connues, parce que le nom même de Le Prince de Beaumont ne disait pas beaucoup, même aux historiens. Donc j'ai décidé que je vais regarder un peu le sujet, quel était le rôle des femmes à l'âge moderne. Et je me suis rendu compte que vraiment il y a des personnages qui ont produit des valeurs artistiques, scientifiques très importantes sans être connus. Même leur nom tombe à l'ombre. Dans leur pays natal, personne ne sait qu'elle existait. Donc, c'est la raison que j'ai pris la décision de rédiger un livre sur l'histoire cachée des femmes à l'âge moderne, et peut-être à l'âge moyen aussi, mais je ne suis pas médiéviste, c'est plus difficile pour moi. Je te remercie. Ce que j'ai oublié de dire dans mon introduction, c'est qu'au fond, tu t'aventures ici dans un domaine, en tout cas une aire géographique, qui est l'Europe occidentale. Tu t'exprimes en français, je t'en remercie infiniment, bien sûr, mais je voulais peut-être dire que, outre la connaissance de l'anglais, de l'allemand et du français, les langues sur lesquelles que tu pratiques, que tu parles ou que tu lis, en tout cas pour des raisons évidentes comme spécialiste de l'histoire centrale et orientale, sont vraiment multiples. Tu connais, outre l'hongrois qui est ta langue maternelle, tu connais en outre le tchèque, le slovaque, le polonais, le russe, le bulgare, peut-être l'ukrainien, je ne sais pas, non? Et donc, en fait, tu es vraiment une historienne généraliste, je peux le dire, puisque tu sors ici de ton champ d'investigation habituel, entre autres dans ton école doctorale, où tu m'as très gentiment invité avant-hier pour faire un exposé sur le régime seigneurial en Wallonie. Et tu sors ici de ton champ d'investigation habituel pour travailler donc sur l'Europe occidentale, et tu t'exprimes en français, et donc je ne saurais combien te remercier pour cette raison-là. C'est vraiment formidable. Voilà. Et donc si à un moment donné, je ne pourrais pas t'aider pour un problème de traduction, mais je sais que tu as une capacité de traduction extraordinaire que m'a confirmé notre amie commune Ilona Kovac, et que donc tu n'auras sans doute pas de problème de traduction, mais de toute façon je ne pourrai pas t'aider puisque je ne connais pas le droit. Donc voilà. Mais en tout cas, un très très grand merci, vraiment t'exprimer dans cette langue, dans notre langue, dans ma langue en tout cas. C'est très très gentil. Mais je dois demander l'excuse des écouteurs parce que je fais beaucoup de fautes, je sais. Écoute, si j'ai bien compris, si on additionne toutes les langues que tu connais, ça en fait près d'une dizaine, presque sans doute, je crois. Et donc, c'est formidable. Je t'en prie. Donc, je te propose, comme nous en avons convenu, de commencer avec une artiste flamande qui s'appelle Levina Terling et qui vit au XVIe siècle. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit mot? Oui. Levina Terling, née aux Pays-Bas, elle a également visité l'école de Bruges, oui, où elle a appris à faire les miniatures. Oui.
probablement son père était également un peintre. Tu peux le laisser là, tu sais, je crois que c'est plus D'accord, facile. d'accord, non. C'est trop, Ça, trop obscur. Levina Terding est née en 1510, donc Oui. assez tôt au XVIe siècle. Puis elle a épousé son mari d'origine anglaise et elle s'est installée en Angleterre. Très vite, elle est devenue miniaturiste, Oui, miniaturiste de la cour de Londres, de la Ah, cour ça royale paraît, de oui. Londres. Elle a servi plusieurs rois. et reine. Roi et Reine, reine aussi. roi et reine, oui. Il faut savoir qu'elle a servi 4 souveraines Oui. à Londres. Elle a touché le salaire le plus élevé dans la cour royale, 40 fonds à cette époque, Oui. 40 livres. Des livres, c'est ça, des livres, pardon. pounds, oui. 40 livres. Elle a fait des peintres, même plusieurs, d'Élisabeth, de la future Première, reine, oui, oui. même à l'âge infantile, puis. Donc, ce sont ses œuvres les plus connues. Oui. Ce sont des portraits royaux qu'elle a fait surtout. Surtout, elle a fait surtout des portraits royaux, mais de temps en temps, elle a fait des illustrations dans les livres aussi. D'accord. Alors, je te propose de poursuivre avec d'autres artistes, peut-être du XVIe siècle. Oui, il y en a beaucoup. Oui, je tu dois fais un dire choix. qu'il fallait faire un choix parce Oui. que une centaine de femmes Oui. est devenue peintre à l'âge moderne en Europe, mais je voudrais mentionner une Italienne, Sofonisba Anguissola, qui est née aussi au début du XVIe siècle, qui peut-être fait des tristes mémoires pour les Belges, parce que c'est elle qui a peint le portrait de duc d'Alba, Oui. du roi espagnol Philippe II. Elle a travaillé beaucoup dans la cour de Madrid. Elle a également fait le portrait de la reine Elisabeth à Madrid. Elle a passé un tiers de sa vie à Madrid. La cour de Madrid a vraiment apprécié son activité. Après la mort de la reine, Philippe II a l'épousé Sofonisba d'Anguissola, un marquis en Sicile, qui est mort brusquement. C'est ça. Puis elle pouvait déjà vivre librement comme elle voulait. Elle est morte à Genova. Mais il faut également ajouter que Sofonisba Anguissola a été très appréciée par Michelangelo. En tant que femme, Sofonisba n'avait pas le droit de s'inscrire à l'Académie artistique à Rome, mais Michelangelo lui donnait des leçons privées. Il disait qu'elle était vraiment très, très talentueuse. Et il lui a donné des leçons dans le domaine de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, parce que Michel-Ange est un artiste universel qui s'est occupé aux différentes formes d'art plastique, au fond. Hein. C'est plutôt dans le domaine de la peinture. Dans le domaine de dessin. Dessin, bien sûr. Oui. Parce que la peinture a été interdite à cette époque, enseignée aux femmes. D'accord. Donc, Michelangelo avait un seul choix.
enseigné Ah oui, d'accord. le dessin à Donc il y a une explication liée aux mœurs de l'époque et qui n'est pas liée à ses capacités artistiques, d'accord. Oui. Entendu. Mais il faut savoir que l'Académie de Saint-Luc à Rome, l'Académie de Saint-Luc en Florence, de temps en temps, on fait des exceptions parce que si si le père de l'élève était par exemple un peintre, il pouvait arranger que sa fille comme participe aux leçons, aux cours. Donc, les limites n'étaient pas tellement strictes. C'est ça. Mais il fallait avoir des relations. Oui, c'est des relations. Accès, oui, entendu, Oui. parce que c'était quand même le plus grand maître de son temps. Quand même, Michel-Ange, c'était pas rien. Oui. Entendu, oui. Alors, tu comptes poursuivre avec d'autres femmes peintres oui. aussi, peut-être? Non, c'est Non. une chanteuse. Ah, une chanteuse, d'accord. Une chanteuse italienne, Anna Garini, qui était la première chanteuse ayant une voix colorature. Oui, une soprano colorature. Soprano colorature. Avant, toutes les pièces musicales ont écrit sur la voix des hommes. Oui. Anna Garini ayant une voix fabuleuse, même Torquato Tasso a rédigé un poème en félicitant sa voix. Le tasse, donc, comme on dit en français, oui. Tasse. Oui, oui, on dit le tasse. Le Tasse. Le oui. tasse, oui. Donc, c'est elle qui a introduit dans l'histoire musicale cette voix féminine. Après, chaque compositeur essayait de profiter de cette voix. C'est ça. Mais Et malheureusement, elle a fini très tragiquement parce qu'elle Oui. a épousé un comte qui persécutait lui par son... par son comportement. Par son comportement, finalement, le comte l'a tuée. Donc, elle est morte très, très jeune. Et donc, avant, donc, elle chante donc des compositions qui, auparavant, auraient été chantées par les hommes, sauf qu'ici, c'était composé pour une femme spécifiquement, donc dans d'autres tons. Et elle précède, au fond, de très peu de temps, le premier opéra de Monteverdi, le couronnement de Poppée. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est elle qui a organisé la première ensemble féminine. Ah. Donc c'est devenu très à la mode Oui. À l'époque de Renaissance. Organiser 3 femmes, organiser un ensemble de 3 femmes qui chantaient ensemble. Les quartets, donc. Oui, les quartets, oui, c'est ça. Oui. Ici, nous voyons sur Oui. le tableau un ensemble de 3 femmes. Ce sont C'est ses sœurs. Ce sont ses sœurs, c'est ça. Oui. Nous pouvons mentionner également Francesca Caccini, compositeur des Médicis Oui. en Florence. Elle est la première femme qui a écrit des opéras. Elle a laissé 5 opéras. Donc, elle est une précédente de Monteverdi également. Souvent, elle a utilisé le texte rédigé par Ariosto Orlando. Ah oui. Le Roland Furieux. Le Roland Furieux. Orlando Furioso. Oui, Orlando Furioso, pour le scène de ses opéras, est un des opéras des plus célèbres. Oui. S'occupe de l'histoire de Vladislav IV, du roi polonais. Oui. Et pour cette raison, plus tard, on a mis en scène cet opéra aussi à Varsovie.
Et c'était la première opéra jouée en Pologne. Ah, c'est ça. Et ça c'était mis en scène à quel moment alors à Varsovie? Euh, À la fin du XVIe siècle ou déjà au XVIIe siècle? Au XVIIe, Ah oui. non, ça, Donc quand Varsovie oui, était déjà devenue la capitale, ce n'était plus Cracovie à Oui. ce moment-là. Oui. oui, non, Vladislav IV Oui. est mort en 1648, donc Oui, oui. il fallait qu'on mette en scène l'opéra avant sa mort. D'accord, Donc bien sûr. c'est dans la première moitié du XVIIe siècle. Oui, nous sommes déjà dans le XVIIe siècle, il ne faut pas oublier. D'accord. Et maintenant, je voudrais passer aux femmes qui s'occupaient des sciences. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez que la première femme, Anne-Maria van Schurman, avait le droit, Anne-Maria van Schurman a eu le droit de s'inscrire à l'université hollandaise Utrecht. Utrecht, oui. Utrecht, oui. Elle a peint, elle a été compositeur, une poète. Elle a rédigé un poème en latin à l'occasion de la fondation de l'université d'Utrecht. Ce poème a plu beaucoup au président de l'université et c'est pour ça que l'université accordait le droit à elle pour s'inscrire. Mais malheureusement, la pauvre femme a été fermée dans une armoire, disons, que les garçons ne voient. D'accord. Ne la voient, mais qu'elle puisse suivre les conférences à Ah, c'est l'université. ça, oui, il y avait un grillage devant son visage. Voilà, on ne pouvait pas la voir, c'était une sorte de confessionnal, quoi. Oui. Si je comprends bien. Oui. Elle est née à Cologne, donc sa famille s'est installée plus tard aux Pays-Bas. Mais après, elle a passé toute sa vie aux Pays-Bas. La prochaine femme dont je voulais parler, Elena Cornaro Piscopia, qui a soutenu sa thèse la première fois en histoire de l'Europe. Elena Cornaro Piscopia est née en Venise. Son père a été un avocat très reconnu en Italie. Comme sa fille a parlé 7 langues, s'est intéressée à la philosophie, à la théologie, le père voulait absolument que sa fille puisse acquérir le droit PhD. Pour cette raison, il est intervenu au Vatican. Le Vatican n'a pas permis. La dame essayait de s'inscrire à l'université de Padoue, mais au début, l'Église n'a pas permis pour elle. Plus tard, c'était aussi le Vatican qui a accordé le droit de soutenir sa thèse dans le domaine philosophique. Parce qu'au début, elle voulait devenir docteur de théologie, mais la théologie était strictement réservée pour les hommes, donc c'était exclu. Mais la philosophie, ça a été possible, donc elle a soutenu sa thèse en 1676 dans la cathédrale de Padoue, parce qu'il y avait autant de foule qui voulaient assister à la soutenance de thèse d'une femme. Même le cardinal a été invité. Elle a
répondu à chaque question posée par les membres du jury. Elle a reçu le titre. Mais elle n'a pas pu doctorat. enseigner. Si, plus tard, on lui a accordé le droit de tenir des conférences de mathématiques à l'université de Padoue. C'est ça. Et au fond, avant elle, est-ce qu'il y a dans toute l'histoire des femmes que tu as rencontrées, y a-t-il une femme professeure d'université avant elle, ou c'est la première femme qui a enseigné dans une faculté? Parce que là, c'est dans le domaine des mathématiques, tu me dis. Oui. Je connais un exemple du XIe siècle à Salerno. C'était Trotula de Salerno qui a fait des études médicales, mais l'université de Salerno à cette époque a été consacrée uniquement aux recherches et aux études médicales de médecins. Au XIe siècle déjà? Au XIe siècle, oui, Ah. mais plus tard... Parce que les universités commencent dans la deuxième moitié du XIIe. Donc c'est quoi? C'est un studium général Non. peut-être? Non. Non, ça a été un ancien système. Oui. Également à Montpellier et Oui, à oui. Salerno, on a créé des universités enseignant la médecine sur le modèle arabe. Oui. Même les élèves ont étudié des ouvrages arabes traduits en latin. C'est Cornelius Africanus qui a traduit Oui, bien sûr. le principal ouvrage en latin. Donc, ce sont des universités assez spéciales parce que ces universités permettaient également que les femmes, les juifs puissent s'inscrire. Les études duraient 4 ans. Plus tard, au XIIIe siècle, on a réorganisé sur le modèle européen en tant que studium général ces universités. Depuis cette période, ils ont exclu les femmes, aussi les juifs de la formation. C'est ça. C'est intéressant, très intéressant. Je te laisse poursuivre. Oui. Après, c'est déjà le XVIIe siècle, quand nous devons parler également de l'Italie. C'est très intéressant, à mon avis, que tout près du Vatican, oui. Les universités employaient des femmes. De ce point de vue, l'Italie a été la plus libérale, nous pouvons dire. Il faut mentionner Cecilia Grillo Borromeo, qui descend d'une famille ducale, qui est devenue une mathématicienne. Et c'était dans quelle principauté italienne? Ou quel duché, enfin, c'était... Je crois qu'au Milan. À Milan, Mais en Lombardie mais alors. En Lombardie, mais si tu veux, je peux vérifier. Maria Conizza, il ne faut pas oublier. Tu l'as passé juste avant, j'ai cru tout à l'heure Oui. la voir. Non, Genova, pardon. Oui. Au nord, mais D'accord, ok. Dans la famille ducale génovienne. Elle a parlé également bilingue. En tant que famille ducale, on pouvait lui assurer une formation excellente. Donc, elle a appris la mécanique, la géographie, toutes les sciences. D'abord, elle a eu une institutrice, mais plus tard, elle a suivi ses études dans une cloître féminine. Je voudrais ajouter également que beaucoup de femmes nobiliaires qui
furent actives dans le domaine scientifique, ont également accouché beaucoup d'enfants, donc une douzaine ou 8. Elle également avait 8 enfants, mais à côté de ses obligations de mère, elle pouvait continuer son activité scientifique. Elle a mené une vie extraordinaire. Elle avait des amis athéistes, par exemple, Oui. Ce qui faisait beaucoup de Oui. bruit en Italie. Elle a organisé un cercle scientifique. Plus tard, elle a deviné des règles mathématiciennes que je ne peux pas vous expliquer, mais pour cette raison, elle a mérité d'avoir pension. Nom très répandu en Italie. Donc à Rome, on a nommé rue d'après elle. D'accord. C'est ça. Mais donc, en fait, tu dis qu'il y a eu un certain nombre de femmes qui étaient à la fois des mères de famille avec beaucoup d'enfants, tout en ayant une vie intellectuelle et professionnelle intense. Elle n'est pas la seule, il y en a eu d'autres aussi, alors c'est ça qui est étonnant. Oui. C'est étonnant. Au fond, il y a comme ça des caractères, je dirais, des gens qui veulent vivre à pleines dents, si je puis dire, et qui ont vraiment eu... les femmes qui ont percé, ce sont des femmes qui avaient vraiment du tempérament, si je puis dire, beaucoup de volonté. Il y a beaucoup de travail, bien entendu, parce que quand tu parlais de cette femme, j'étais en train de penser dans un tout autre domaine, celui de la politique, au fond, à quelqu'un qui était hyper actif également, bien sûr, Marie-Thérèse d'Autriche, qui avait eu aussi, je ne sais pas combien d'enfants, elle était prolifique, alors qu'elle est... C'est ça, alors qu'elle avait une activité, comme on sait, politique très intense. Donc c'était des maîtresses femmes, si je puis dire. Voilà. Oui, évidemment, ces femmes avaient beaucoup d'aide dans la maison. Oui, ça c'est vrai aussi, ça c'est vrai. Elles devaient s'occuper quand même de leur propre Oui, c'est vrai enfant. qu'il y avait des nourrices, etc. On est bien d'accord. Mais enfin, bon, elle parvenait à combiner quand même des activités qui n'étaient pas si évidentes que ça. Oui. Voilà. Je voudrais mentionner Laura Bassi, une médecin de Bologne, qui est devenue également académicienne dans l'Académie de Bologne, en plusieurs d'autres villes aussi. Elle a fait des études privées pour se préparer à sa carrière scientifique, mais finalement, avec le soutien de cardinal Lambertini, elle a soutenu sa thèse en 1732. Elle est devenue le chef de l'anatomie à l'université de Bologne. Puis on l'a élue comme membre dans la Société scientifique de Bologne. Plus tard, elle a reçu également la chaire de philosophie. Après Elena Cornaro Piscopia, elle est devenue la deuxième femme en Italie qui soutenait sa thèse. Elle a correspondu avec Voltaire, avec Beccaria. Oui, c'est ça. C'est Elle a une accouché, européenne, c'est vraiment une européenne aussi. Une européenne, elle a épousé, je ne sais pas qui, mais elle a accouché 12 enfants.
Encore, Ah. mais décidément. Oui. Peut-être pour notre grand public qui n'est pas obligatoirement spécialiste, autant tout le monde connaît Voltaire, autant pour Cesare Beccaria, il faut peut-être rappeler que c'est un grand juriste qui a publié un ouvrage très important qui s'appelle Des délits et des peines. Oui, oui, qui a travaillé à l'université de Milan. C'est cela. Lui était à la tête du café Il Café en Milan. Ce cercle, je dirais, préparait le terrain des réformes éclairées Tout à fait. de la justice. Oui, parce qu'au fond, c'est à ces blocs-là qu'on va supprimer, enfin certains souverains despotes éclairés vont supprimer la torture, vont supprimer même parfois la peine de mort, des choses comme ça, vont améliorer la condition des détenus dans les prisons et tout. Enfin, je pense à certains, oui, des femmes éclairées, même en Europe, comme Catherine II, entre autres, hein, en Russie. Je t'en prie. Oui, non, il faut savoir également qu'au XVIIIe siècle, c'est devenu très populaire de fabriquer des poupées de bios, des poupées Oui. Pour remplacer le corps humain. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas assez de morts à étudier. Ah oui, ce sont des... Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Des mannequins, en fait, Oui. sur lesquels on puisse travailler. Des mannequins qui sont... Oui, oui, mais de matériaux comme le bûcher, c'est de quoi? Le bois? Non, c'est pas de bois, non, non, non. Comme le bûcher. Ça coule comme Ah, bûcher. Le... Bûcher, des sapins? Non, ressemblant comme le parce qu'il y a de la sève qui coule du sapin. Il y a aussi la sève. sèvre, oui. La sève. La sève, oui. La sève, La oui, sève. oui, oui. Anna Morandi Manzolini, Oui. au début, a été l'épouse du professeur de l'anatomie à l'université de Bologne, mais son mari décède et pour cette raison, elle a été nommée pour remplacer son mari à l'université. Bon, nous voyons son statut de sève. De sève. Non, tu veux dire de sève. Ah oui, une statue en... Oui, oui, je comprends. En cire. En cire, oui. En cire, maintenant, oui. voilà, j'y suis. En cire. En cire, En statue cire, en oui. cire. Elle, comme un pathologue, étudie le cerveau humain. D'accord, oui. Sur cette statue. Elle est devenue très célèbre en Europe à cause de ses statues de cire. Comme elle connaissait bien le corps humain, elle a enseigné à la faculté de l'anatomie. Mais il y avait une autre femme en France Oui. qui a fait la même chose, Marie-Marguerite Bieron, une pathologue française qui a créé des figures de cire spéciales, très célèbres. Pour cette raison, elle a été invitée à l'Académie royale pour tenir des conférences et pour présenter ces figures, surtout des figures féminines qui représentaient le corps humain. Quand le roi suédois a visité la France, elle a été également invitée à l'Académie de présenter... Quel roi? J'ai pas entendu le nom du roi. Suédois. Le roi suédois. Oui, Gustave III. Ah oui, Gustave III, d'accord. Donc, le métier de faire des statues de cire est devenu très important à cette époque. Je pourrais ajouter encore l'activité d'Eva Ekeblad,
une femme suédoise qui a découvert comment pourrait-on fabriquer le vodka de pommes de terre. Et pour cette raison, grâce à sa découverte, on pouvait remplacer le grain. Le grain qui jouait un rôle de base dans la consommation humaine. Pour cette raison, le roi lui a donné une médaille et puis elle a été la première femme élue pour membre de l'Académie des sciences en Suède. Et donc, en fait, donc tu dis bien, c'est de l'alcool de pomme de terre, c'est ça que tu as dit, hein, de l'alcool de pomme de terre. Oui. Oui, c'est ça. Et donc, c'est dans ce mouvement qui est initié en France par Parmentier, alors aussi. Non. Je ne sais pas, est-ce que Parmentier a fabriqué de l'alcool? Non, mais c'est grâce à Parmentier qui a fait découvrir à la cour de France la pomme de terre, que la pomme de terre a connu un certain succès qui a pu compenser, je dirais, toutes les crises frumentaires des paysans, et la pomme de terre a servi, heureusement, je dirais, de complément alimentaire, parce que quand il y avait, enfin tu connais tout ça très bien, bien entendu, lorsqu'il y avait des très mauvais hivers, des étés pluvieux, etc., à un moment donné, il y avait des grandes famines et tout, et donc la pomme de terre est devenue au fond ce qui a remplacé le blé, mais ça va conduire aussi au 19e siècle à des gros problèmes, hein, quand il y a eu la maladie de la pomme de terre. En 1848, mais les Irlandais ont dû partir en masse vers les États-Unis, par exemple. Mais enfin, ça a été un ersatz, si je puis dire, très utile. Et l'alcool de pomme de terre, ça sert à quoi exactement? C'est pour... Vodka. C'est de la vodka. C'est de la vodka. C'est une espèce de vodka. C'est fort ou... Aucune idée. Oui, non. Je n'aime pas le vaut mieux ne pas essayer, je crois. Non, je sais pas, je sais qu'en Pologne, en Russie, on a fait le vodka de graines, pas de blé. C'était pour résister au froid peut-être aussi. L'alcool réchauffe, non? Je ne sais pas. Selon mes connaissances, c'était les Hollandais, les commerçants hollandais qui ont suggéré l'idée en Russie et en Pologne qu'ils fassent vodka de superflu de blé. Parce que s'il y avait des propriétés seigneuriales très loin de la mer Baltique, on n'avait pas la possibilité de transporter le blé, c'est resté, pour cette raison, les Hollandais conseillaient aux propriétaires qu'il faut produire de vodka. C'est ça. Tu m'apprends quelque chose, hein, c'est bien. Non, les Hollandais étaient très actifs dans toutes les espèces des alcools, parce que on dit la même chose à Cognac, par exemple, que c'était les Hollandais qui suggéraient que de vin superflu, il faut destiner des spiritus. Donc, après, aussi, on peut vendre ça. Et aussi, dans les Caraïbes, il y avait les Anglais, mais il y avait les Français, mais il y avait aussi les Hollandais qui avaient un certain nombre d'îles, là, et qui étaient producteurs de rhum aussi, à partir du sucre, qui était aussi un alcool, hein, au fond, hein, c'est ça. Mais ce sur quoi tu interviens ici, ça, c'est un symptôme de l'importance aussi des relations, comme tu dis, entre les Pays-Bas, donc les Provinces-Unies, et d'autre part, tu parles de la Pologne, parce que je sais que c'est ton sujet d'étude dans ton séminaire, entre autres, comment dirais-je, lorsqu'au XVIe siècle, il y a l'instauration du second servage pour des raisons justement économiques et tout. Enfin, je crois que ce n'est pas l'objet de notre discussion, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur les relations via la Baltique, le détroit du Sund, etc., dans le commerce justement, et qui a
aggravé la situation des paysans, Oui. justement, à partir du XVIe siècle, alors qu'ils s'étaient libérés, émancipés d'une certaine manière, et puis là, ils sont retombés dans un état comment dirais-je, de servage, en fait. Hein, voilà. Oui. Donc, ça nous informe sur cette première mondialisation dont on parle rarement, en tout cas dans le monde, on parle toujours de la mondialisation depuis 30 ans, mais c'était dans le cadre de la mondialisation à cette époque-là, et de la colonisation de l'Europe centrale par justement les puissances économiques d'Europe occidentale. Tout ça était déjà là. Voilà. Enfin, je voulais parler de ça parce que c'est toujours intéressant de resituer tout cela dans un cadre d'histoire économique générale, histoire sociale, pour bien montrer que l'histoire intellectuelle et l'histoire de l'art n'est pas déconnectée de l'histoire générale. C'est toujours, c'est ça le boulot de l'historien par rapport à un historien d'art ou un historien de la littérature qui sont peut-être plus focalisés sur leur sujet. En tout cas, je te remercie. Peux-tu continuer? Oui, tu as peut-être des choses à dire à ce sujet-là. Oui, parce que le commerce de vodka est devenu un monopole de tsar en Russie. Ça contribuait de manière importante à la centralisation du pouvoir de souverain. Donc, c'est vraiment une question très importante. Je crois que l'histoire du commerce de vodka dans la région baltique, c'est de temps en temps comique, mais aussi tragique. Parce que ça concerne des dizaines de milliers de paysans quand même, hein, c'est ça. Oui. Oui. Je te laisse parler. D'accord. Nous pouvons mentionner également comme artiste Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun, peintre française, favorite de Marie-Antoinette, qui aimait quand elle a fait des tableaux sur sa famille. Elle était vraiment une star en France à cette époque. Son atelier a été visité par la foule des touristes. Elle avait beaucoup d'élèves. Après l'explosion de la Révolution, elle est partie avec ses filles en Italie, en Autriche, en Bohême, en Allemagne, et puis elle a passé 6 ans dans la cour de Catherine II en Russie. Elle est revenue en France après la chute de Bonaparte. Donc, elle est vraiment la femme la plus connue peintre française qui a laissé 500 tableaux. Ah bon, elle a travaillé aussi une femme productiviste. Oui. Je voudrais mentionner Marie-Paul Lavoisier. Ah, ça, ce nom n'est pas du tout... Enfin, Vigée-Lebrun n'était pas inconnu du tout non plus, mais Lavoisier, c'est un nom très célèbre, mais pour son frère, je crois. C'est pas son frère, c'est son mari. Ah oui, voilà. Marie-Paul Lavoisier a été épouse du chimiste Lavoisier célèbre, qui était son assistant dans le laboratoire. Et qui était décapité. Même son père qui a travaillé dans les finances centraux en France, a été décapitée, donc elle est restée orpheline, je dirais, après la Révolution, mais elle a collecté toutes les notes, toutes les ouvrages de son mari. Finalement, c'est grâce à elle que nous connaissons la thèse de Lavoisier, parce qu'avant, ça n'était pas publié. C'est Marie-Paul Lavoisier qui a rédigé un ouvrage de chimie en présentant la thèse de Lavoisier qui était contre
la théorie de phlogiston. Donc, oui, la phlogistique. Phlogistique, oui. Oui. Elle a rédigé également une préface à ce livre, mais le livre contient tous les matériaux maintenus après la mort de Lavoisier. Au fond, enfin, c'est une analogie un peu facile à laquelle tout le monde pense, mais au fond, elle anticipe quelque part ce couple célèbre de Pierre et Marie Curie, si je puis dire, à un siècle de distance, sauf qu'elle n'est pas connue du tout, alors que Marie Curie est un nom évidemment extrêmement célèbre. Mais c'est intéressant de savoir qu'elle a joué un rôle tellement important dans la transmission des recherches de son mari. Et c'était un milieu où ils n'étaient pas pauvres, hein, parce que son mari, Lavoisier, était fermier général. Donc il participait à l'appareil d'État, même si les fermiers généraux étaient des personnes privées qui levaient les impôts, en fait. Hein. Sophie Germain, une mathématicienne française d'origine roturière, je dirais, qui est devenue orpheline très tôt. Son père ne s'occupait pas du tout de son éducation, mais elle est une tête brave. Elle a commencé à aller aux conférences de l'école polytechnique elle-même, où elle rencontrait des savants français, mais elle n'a jamais reçu une formation professionnelle. Plus tard, elle a comme autodidacte, elle a commencé à s'occuper de la mathématique, elle a correspondé avec Gauss. Finalement, en 1838, elle a été élue dans l'Académie des sciences en France. Elle a publié plusieurs livres de contenu mathématique, de contenu mathématique. Malheureusement, elle meurt très tôt grâce au cancer. Et c'est aussi un sujet intéressant qu'au début du 19e siècle, nous commençons à voir que plusieurs femmes meurent à cause du cancer. Avant, ce n'était pas typique. C'est ça. Si tu veux, je peux encore peut-être chercher une... Hors caméra, tu m'avais parlé également comment dirais-je, de chercheuses, de scientifiques dans le domaine de l'astronomie, du côté de, je ne sais plus, c'était en Allemagne ou quoi. Nous avions parlé ensemble hors caméra de la postérité, si je puis dire, de Tycho Brahe, de Kepler. Tu te souviens tout à l'heure? Oui. Est-ce qu'il y a eu aussi des femmes de ce côté-là, donc du côté de Copenhague et de Prague, au fond oui. Voire éventuellement postérité, peut-être pas du tout, vu la façon dont ça s'est passé à l'époque, mais une postérité même de Copernic en Pologne ou des choses comme ça. Enfin bon, ce serait intéressant de voir aussi si dans le domaine de l'astronomie, parce qu'au fond, Copernic, avant d'être un astronome, c'est avant tout un mathématicien qui fait des calculs. C'est Galilée qui va pouvoir prouver grâce à sa lunette que ces calculs étaient justes expérimentalement. Au départ, c'est un mathématicien, au fond, hein, Copernic. Est-ce qu'il y a une postérité du côté des femmes, à ces astronomes d'Europe septentrionale ou d'Europe centrale? Oui, par exemple, Sophie Brahe, oui. La sœur de Tycho Brahe. Ah, c'était la sœur de Tycho Brahe, oui. Oui, d'origine danoise. Oui. Qui a descendu d'une famille nobiliaire aussi, mais Tycho Brahe s'est opposé qu'elle enseigne de l'astronomie. Donc, elle devait faire ses études autonomes, indépendamment. Elle s'est intéressée beaucoup à la chimie, à l'astronomie.
comme autodidacte, elle a Oui. suivi les ouvrages en latin et en allemand. Puis, elle s'est intéressée aussi à l'alchimie. Oui, oui. L'alchimie. Bon, elle a rédigé quelques ouvrages de contenu astronomique. C'est ça. Mais son ouvrage, c'est intéressant, son ouvrage le plus connu, c'est l'histoire de la noblesse danoise. Donc, à la fin de sa vie, elle commence à s'intéresser à l'histoire aussi. C'est ça. Oui. Il y a une femme, je veux dire Maria Kunitz, Oui. qui est née en Silésie, à Schweidnitz. Les Polonais disent qu'elle était d'origine polonaise. Je ne sais pas, parce qu'en Silésie, la population a été mixte. Il y avait des Tchèques, des Polonais, des Allemands. Probablement, elle était vraiment d'origine allemande parce qu'elle parlait le polonais. Elle a étudié les chiffres de Kepler. Elle s'est intéressée beaucoup à l'astronomie. Elle a étudié le livre de Copernic. Finalement, c'est elle qui a continué les calculations de Kepler. Son ouvrage a été publié en 1650 à Oleshnice, sous le titre Urania Propitia. Malheureusement, elle, avec son mari, ont été persécutées pendant les guerres de 30 ans. Elle devait se cacher dans un cloître. Oui. Mais aujourd'hui, on reconnaît son activité scientifique. Grâce à ça, un des cratères de la Lune porte son nom. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, autre. Oui, je vois que tu en as une centaine, donc ce n'est pas possible de faire le tour de l'ensemble de la documentation que tu as rassemblée à la suite de tes recherches. Oui. Mais c'est un... Je cherche un autre astronome. Oui, je t'en prie. Oui, il y a une femme qui d'origine française, Nicole Lepaute, qui est également astronome et mathématicienne, qui a travaillé avec Lalande, qui a suivi le mouvement des lumières? Non. Pas des lumières, Halle, c'est quoi ça? La ville de Halle en Allemagne? Non. Non, le mouvement de Vénus, par exemple. La comète de Halle. La comète. La comète, oui. La comète de Halle. Elle a étudié le mouvement de la comète de Halle, de Vénus, puis elle a publié ses calculs concernant le mouvement du Sol, oui. de la Lune. Caroline Herschel. Son frère a été un astronome très connu. C'est intéressant parce que Caroline Herschel, à l'âge infantile, a reçu une maladie très grave, typhus. Oui. Et pour cette raison, elle est restée tout petite. C'est ça, oui. Son agrandissement s'est arrêté. Oui. Sa mère ne voulait pas qu'elle apprenne, mais comme autodidacte, elle a appris également l'astronomie, elle a suivi les livres, elle est devenue assistante de son frère. Plus tard, quand son frère a
arrêté son activité scientifique. C'est elle qui a continué son travail. En 1828, la Société astronomique royale en Angleterre a lui accordé une médaille pour son activité scientifique. Je ne sais pas si tu veux, il y a des... Non, mais c'est à toi de, comment dirais-je, de sélectionner les parcours les plus symptomatiques, les plus intéressants. D'accord. La chapelle, tu en as déjà parlé, je crois. Non, la chapelle, je n'ai pas mentionné encore Marie-Louise Chapelle, Marie-Louise Lachapelle, une gynécologue française qui, au début, était une simple sage-femme. Plus tard, elle a commencé à travailler dans un hôpital. Depuis l'âge de 15 ans, elle a aidé les femmes pour accoucher leurs enfants. Elle est devenue le sage-femme de l'hôtel de Dieu à Paris. C'était le seul hôpital où les médecins s'occupaient des problèmes gynécologiques. Pour cette raison, La Chapelle a fait ses études aussi supplémentaires. Plus tard, à l'époque napoléonienne, elle a été nommée pour la directrice du nouveau hôpital à Port-Royal. C'était un hôpital destiné à la guérison des enfants et des mères. Pour devenir vraiment spécialiste du sujet, elle est allée à Heidelberg où on enseignait la gynécologie et la médecine. Elle a fini ses études à l'université de Heidelberg, puis elle retournait devenue directrice de l'hôpital de Port-Royal. Elle a déjà introduit des directives pour garder l'hygiène à l'hôpital. Jusqu'à la fin de sa vie, elle a aidé de naître pour 40 000 enfants. Elle est morte également à cause du cancer. Donc, c'est un phénomène de début du 19e siècle. C'est apparu. Oui. Non, je ne sais pas, est-ce que tu... Non, mais c'est très gentil. Non, mais je crois que tu as quand même parlé de nombreuses personnalités. D'accord. Tu veux encore parler de quelqu'un? Oui, la première historienne. Ah, la première historienne. La première historienne. Tu as quand même déjà parlé de la sœur de Tycho Brahe qui avait écrit une histoire de la noblesse danoise. Hein? Oui. Mais la première historienne professionnelle, je dirais, en Europe, c'est Catherine Macaulay, une anglaise, une historienne anglaise qui a rédigé l'histoire de la Révolution anglaise en plusieurs volumes. Entre 1763 et 1783. La première révolution anglaise. La première révolution anglaise. Pas la glorieuse révolution de 1688. Non, c'est la première entre 1642 et 1600. Elle était contre la monarchie, elle était assez radicale. C'est elle qui s'est mêlée aussi dans les combats politiques à la fin du XVIIIe siècle. Elle était d'accord, par exemple, elle était d'accord par l'exécution du roi Charles Ier, oui. De l'autre côté, elle a critiqué Cromwell,
la Révolution glorieuse. C'est ça, c'est ça. Mais au fond, y a-t-il eu, parce que là on est en Angleterre, elle n'est pas professeure d'université, elle est historienne indépendante, oui. Oui, mais as-tu trouvé des exemples avant le 19e siècle de femmes qui auraient occupé une chaire d'histoire? Parce qu'en Allemagne, les premières chaires d'histoire apparaissent au milieu du XVIe siècle avec la Réforme, où là on doit faire l'histoire, comment dirais-je, l'histoire, on va commencer à faire l'histoire des textes sacrés, l'histoire des religions, et ce n'est d'ailleurs que l'Allemagne va avoir un monopole, enfin pas un monopole, mais en tout cas ce sont les pays protestants qui vont avoir un monopole des chaires d'histoire, parce qu'au fond dans les pays latins, c'est très tardivement que l'histoire a été enseignée à l'université en tant que spécificité. La première chaire d'histoire en France est en fait liée aux guerres de Louis XIV, puisque c'est l'université de Strasbourg qui va, elle, avoir une chaire d'histoire, mais qui va être récupérée au moment des guerres de Louis XIV, et c'est comme ça que c'est la première université française où on va enseigner l'histoire. Sinon, l'histoire n'est enseignée dans les facultés en France qu'au XIXe siècle. C'est à partir... c'est très tardivement. C'est à partir de la Restauration dans les années 1830, je crois, qu'on va d'abord créer l'école des Chartres en 1821, et puis qu'on va créer des chaires d'histoire. Mais l'histoire n'est pas enseignée en France en tant que telle. On enseigne les lettres, on enseigne la philosophie, mais l'histoire n'est pas enseignée. C'est pareil. Mais dans les pays germaniques, et peut-être en Europe centrale, dans les universités qui font partie du Saint-Empire romain, la nation germanique, il y a des chaires d'histoire. Et la plus célèbre université où on enseigne l'histoire au XVIIIe siècle, où il y a le premier institut d'histoire qui est créé dans les années 1770, je crois, c'est à l'université de Göttingen. Voilà. Mais est-ce que tu as pu rencontrer oui, avec Schleutzer par exemple. Et est-ce que tu as pu rencontrer avant le 19e siècle en Europe tout simplement, une femme qui a pu occuper une chaire d'histoire? Non, ça c'est assez significatif. C'est plutôt donc dans le domaine des sciences. Oui. Oui, parce que tu as pas mentionné. Ou dans la médecine. Ou dans la médecine, Oui, c'est ça. Mathématiques. Mais c'est intéressant de voir que les mais évidemment, quelqu'un devait s'occuper du corps féminin aussi. Oui, bien sûr, il y avait les interdits pour les hommes, bien sûr. Oui. Donc ça a été quelque part une chance qui a les interdits par rapport au corps des femmes pour leur permettre d'entrer dans la voie académique, quelque part. Quelque part, c'est une chance, mais bon, une chance non, mais un peu morbide, mais bon. Oui. L'histoire n'a jamais été enseignée en Hongrie avant le 19e oui, siècle. C'est ça, comme en Belgique et partout. Oui. Peut-être, il me semble qu'à l'université de Moscou, fondée en 1755, on a déjà enseigné, ou à l'académie, oui, peut-être à l'académie russe fondée par Pierre le Grand, Lomonosov a étudié l'histoire, mais est-ce qu'il a enseigné aussi? Je ne suis pas sûre. C'est ça. Mais je crois que c'est, comment dirais-je, mais alors là ça concerne plus les femmes, mais je crois que c'est l'existence de chaires en Allemagne dès le XVIe siècle, même si c'est très lié à la théologie dans le cadre de la polémique avec les catholiques, c'est surtout lié à ça, mais c'est ce qui explique le progrès d'un siècle que va avoir l'Allemagne sur la France, l'Angleterre, sur beaucoup de pays. Au XIXe siècle, c'est l'Allemagne qui est le pays de l'histoire, avec la création des publications, des Monumenta Germania Historica, etc. L'Allemagne est vraiment en avance, parce qu'elle a déjà cette tradition de chaires universitaires, tandis que la France est très en retard. Les historiens français, ce sont des écrivains, mais ce ne sont pas des historiens, en fait. Ce ne sont pas des historiens professionnels. C'est malheureusement pareil en Hongrie aussi. C'est la même chose en Hongrie.
la première partie du 19e siècle. L'histoire déjà existe à Oui. notre université, mais ce ne sont pas des historiens qui Non, l'enseignent, c'est des ce sont des littéraires. littéraires. Oui. De littéraire. Oui. Il y a une université aussi, c'est une université jésuite en Autriche où on enseigne l'histoire, c'est l'université de Graz. Oui. Là, c'est une université jésuite. Et là, on enseigne l'histoire au XVIIIe siècle aussi. Ça, je sais. Ça, je sais. Donc là, c'est chez les catholiques, c'est pas chez les protestants. C'est intéressant. Mais au départ, c'est souvent dans le cadre d'une polémique religieuse qu'on commence à faire de l'histoire. C'est pas de l'histoire générale. Écoute, on a fait le tour du sujet? Oui, crois. parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, Oui, hein, bien entendu. oui. Ça va de soi. C'est un sujet immense. Je voudrais donc, pour terminer, faire une petite conclusion. Après t'avoir écouté, donc on voit que c'est un sujet neuf qui n'avait pas été abordé aussi globalement que toi tu l'as fait, que les femmes qui, aussi bien artistes mais surtout intellectuelles, parce que c'est les 2 tiers de ton explication portaient sur les femmes scientifiques et intellectuelles, ce sont des femmes qui la plupart du temps sont des femmes autodidactes, parce qu'elles ne peuvent pas suivre des études dans les universités. Si elles ont la chance d'avoir une formation, c'est auprès d'un maître célèbre, en cas de Michel-Ange, comme on l'a vu pour le premier tiers la première moitié du XVIe siècle, ou auprès de leur frère ou de leur mari, comme on l'a vu pour la sœur de Tycho Brahe, pour l'épouse de Lavoisier. Donc c'est plutôt des didactiques. Voilà. Mais il se fait que c'était des femmes d'exception, parce qu'elles avaient quand même une capacité intellectuelle, mais elles sont quand même, pour la plupart, à part 2 ou 3 dont tu as parlé, qui ont joué un rôle vraiment important sur le plan scientifique, elles ont dû, parce que la société était comme ça à ce moment-là, elles ont dû souvent se contenter d'un second rôle, d'un rôle modeste, et elles n'ont pas eu la place qu'elles auraient dû avoir. Quand on pense qu'en France, par exemple, et dans le domaine de la littérature, il faut attendre Marguerite Yourcenar, donc deuxième moitié du XXe siècle, pour qu'une femme entre à l'Académie française. Quand on pense qu'il a fallu attendre, le dernier tiers du XXe siècle pour que, par exemple, Jacqueline de Romilly, l'helléniste, c'était la première femme à siéger à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, à être professeure au Collège de France, c'est quand même fou. Marie Curie, il faut attendre le début du XXe siècle pour qu'elle puisse enseigner à la Sorbonne et succéder à son mari. Voilà, mais tout ça est très tardif quand on voit. Donc c'est la moitié de l'humanité quand même, parce que les femmes sont la moitié, même plus que la moitié, puisqu'il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. Voilà, il a fallu attendre autant de temps pour que ces secteurs qui étaient, comment dirais, symptomatiques et symboliques de la domination des hommes, parce que la domination des hommes, elle n'est pas seulement physique, elle n'est pas seulement économique ou politique, elle s'inscrit également dans le domaine des arts et des sciences. Voilà, donc il a fallu attendre autant de temps, mais n'oublions pas quand même que la déesse de l'intelligence à Athènes, c'est Athéna qui est une femme. Il ne faut pas l'oublier, et que quelque part les Grecs avaient peut-être ce pressentiment quand même que les femmes pouvaient jouer un rôle important. Écoute, je te remercie infiniment, surtout d'avoir parlé en français, que tu as rarement l'occasion de pratiquer, parce que c'est assez rare, hein, voilà. Et je te remercie infiniment. Et donc, je suppose que et même je suis même certain que nos auditrices et nos auditeurs pourront profiter donc de tout ce qui a été dit ici. C'est un petit peu dommage que vous n'ayez pas vu les portraits que moi je voyais sur l'ordinateur de ma collègue et amie ici. Voilà. Donc, je crois que vous pourrez retrouver le nom d'un certain nombre de ces femmes, en tout cas dans des encyclopédies, peut-être difficilement, mais en tout cas moi-même dans les mots-clés que je vais mettre sur Internet pour retrouver cette vidéo, je vais mettre le nom de quelques-unes de ces femmes illustres, même si elles ne l'ont pas toujours été à leur époque. Merci beaucoup. Moi, je remercie. Ah oui, je t'en prie, vas-y. Voilà. Merci pour cette occasion que je pouvais parler de ces femmes qui étaient vraiment importantes à leur époque. Merci pour ton invitation, que je pouvais contacter les écouteurs belges. Voilà, c'est en tout cas
Un plaisir, d'autant plus qu'on ne se voit pas souvent, malheureusement, parce que, bon, voilà, là, il y a la distance. Hein, on communique par contre autrement, et donc pour moi ça a été vraiment une joie parce qu'on se connaît depuis tant d'années. J'ai enfin l'occasion de faire connaître tes travaux à un public qui n'a pas l'occasion, parce qu'il y a toujours le problème linguistique qui se pose, et c'est dommage que tes ouvrages et tes articles, enfin je sais qu'il y a des articles publiés en français par exemple, bien sûr, ou en allemand je crois aussi, mais enfin cet ouvrage-ci malheureusement il n'est pas traduit. C'est bien dommage, hein, sur les partages de la Pologne, donc dans les années 1770 et 1790, donc, hein, puisqu'il y a eu 3 partages dans 2 décennies. Enfin, je te remercie infiniment, mais en rappelant quand même que, pour ceux qui ne le sauraient pas, que les Hongrois et les Belges ont une histoire commune, puisque au XVIIIe siècle, nous avions le même souverain, nous avons eu plusieurs souverains en commun, puisque, comme vous le savez peut-être, en tout cas pour les Belges, les Français ne le savent peut-être pas, il y a eu donc comment dirais-je, après le traité d'Utrecht, après les guerres contre Louis XIV essentiellement, les possessions des Habsbourg ont été divisées ou repartagées, et c'est ce qui fait que la Belgique, qui dépendait de souverains espagnols, sont passés à la maison Habsbourg d'Autriche, et c'est ainsi que nous avons un destin commun pendant un siècle avec les Hongrois. On ne sait pas toujours ça, mais je crois que ça mérite d'être rappelé, et nous nous retrouvons ainsi en tant qu'historiens dans, comment dirais-je, d'autant plus que tu es quand même, le XVIIIe siècle est une de tes périodes que tu préfères quand même. Moi j'ai travaillé aussi sur le XVIIIe siècle, et donc ça permet parfois de certains colloques d'avoir des échanges avec les historiens hongrois. J'ai dit.